Alors, on va commencer ce séminaire proprement dit par ce tableau. Voilà, c'est le schéma de l'ambivalence. Il faut que vous sachiez que, au départ, j'ai représenté par à la fois le tout et le rien, le tai chi, le lemniscat. Et en fait, dès qu'on arrive dans la matière, dans la création, ici, toute chose est duel. Toute chose, quelque part, c'est divisé en deux éléments à deux pôles inverses. Par exemple, il y a le plus, et bien, en face, il y a le moins. Il n'y aurait pas de plus s'il n'y avait pas de moins, il n'y aurait pas de moins s'il n'y avait pas de plus. L'homme, le principe mâle, est en face, le principe féminin. Et j'ai mis que dans toutes les espèces, ils s'attirent pour pérenniser l'espèce. Il y a le vrai, s'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. Alors j'ai mis le vrai du côté des hommes. C'est pas que j'ai voulu mettre le faux du côté des femmes, mais il faut bien le mettre quelque part. Non, mais je regarde vos réactions là, vous avez bien compris que pendant ce temps, je vois un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames, je vous ai fait un très très beau cadeau. Parce que je n'ai mis que le réel du côté des hommes. Par contre, j'ai mis l'imaginaire du côté des femmes. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les mathématiques, l'ensemble des imaginaires est beaucoup plus vaste que l'ensemble des réels, tout en les englobant entièrement, tous les réels. Ça veut dire que le cerveau féminin a beaucoup plus de potentiel et de possibilités que le cerveau masculin. Je l'ai mis à la bonne place. Et puis après, tout ça, donc c'est toujours duel. Hein, le beau et le laid. Dès que vous voyez quelque chose, le fort, hop, le faible. Le faible, hop, par rapport au fort. C'est comme si sans arrêt, c'était une évaluation relative à l'intérieur de cet univers de réalité. Et tout ça est relié par le symbolique. L'unité est au tout et rien à la fois et au symbolique. Ça veut dire que chaque chose est à la fois elle-même et son contraire. Chaque chose est à la fois elle-même et son contraire. Dans chaque chose, il y a elle et son contraire. Et ça, c'est très important parce qu'après, quand on est dans le monde de la réalité, entre guillemets, celle qu'on croit être la réalité, vous verrez que c'est faux et qu'en plus, ce qu'on croit voir, eh bien, on le voit à l'envers. Alors, pour le comprendre, ça, vous savez que si c'est la surface de l'eau et qu'on est sur un bateau au large, à un moment donné, on peut voir un iceberg. L'iceberg, on voit cette montagne de glace. Mais en fait, ce n'est qu'une apparence. Cette montagne de glace n'est que l'apparence des choses. Parce que, en fait, l'iceberg en lui-même, il fait tout ça, avec toute la masse du glaçon, du gros glaçon qui plonge dans l'eau. La partie émergée au-dessus de la surface de l'eau, c'est 1/10 de tout le glaçon. Et la partie immergée, c'est les 9/10 de tout le glaçon. Donc ça veut dire que déjà, des choses réelles, on ne peut en voir que 1/10. Donc si on croit que c'est ça, la réalité, on se leurre de beaucoup. Mais en plus, cette réalité, elle est fausse. Donc on ne voit qu'1/10 des choses, et en plus, c'est faux. Et c'est ça que ce séminaire va démontrer pendant 16 jours. Il va recadrer les choses en fonction de la réelle, entre guillemets, réalité, à moins que dans 10 ans, quelqu'un montre que c'était encore qu'une apparence. Regardez-moi bien. Souvent je le ferai, voilà, je suis là, devant vous. Et vous pensez, pour me décrire, immobile. Eh bien, je ne suis pas immobile du tout. Dans vos yeux, et dans les miens aussi, leurrés, complètement leurrés, j'ai l'air d'être immobile.
Mais en fait, ça, ce n'est qu'une apparence. Dans la réalité, bien qu'étant ici, je suis sur la Terre. Or, la Terre est sans arrêt en train de tourner sur elle-même. Donc, en fait, par rapport au référentiel de l'univers, je suis en train de tourner sur moi-même, avec ma Terre. Mais la Terre, en plus, elle tourne autour du Soleil, en faisant sa rotation. Donc, non seulement je suis en train, alors que vous me voyez immobile, mais vous aussi, non seulement je suis en train de tourner sur moi-même, mais en plus je suis en train de tourner autour du Soleil, suivant une orbite qui fait ça. Et en plus, nous faisons partie d'une galaxie. Notre Soleil est à peu près au tiers du bras de la galaxie. Vous savez qu'il y a un grand axe et un petit axe. Plutôt vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on voit la Voie lactée. Toutes les étoiles qui constituent notre galaxie, là où il y en a beaucoup. Et on va vers Alpha 2 du Centaure. Donc le Soleil lui-même part dans l'univers. Donc il entraîne tout son système avec lui. Donc non seulement je suis en train de faire ça, mais en plus je suis en train de faire ça, mais en plus je suis en train de partir dans la direction d'Alpha 2 du Centaure, mais en plus notre galaxie, elle est en train de faire une rotation sur elle-même, elle tourne sur elle-même, et elle fait un tour complet en 15 000 ans. Donc en plus, voilà ce que je suis en train de faire dans la réalité par rapport à l'univers. Je fais ça, ça, ça et ça. Et pourtant, vous me voyez immobile. Donc regardez la différence entre les apparences et la réalité. Et moi, je suis leurré. Quand je vous vois immobile, en fait, vous êtes en train de faire des tours sur vous-même, dans l'ellipse, vers la direction et en chamboulement. Ça veut dire qu'en plus, non seulement on voit quelque chose qui n'est que 1/10 de la totalité, mais en plus c'est faux. Donc je l'ai mis à l'envers. Ça y est ? Le peu qu'on voit, en plus, il est faux. Et ça, c'est pour vous expliquer toutes les expériences scientifiques qui font des déductions sur ce qu'ils voient, mais qui est faux. Donc voilà où on en est. Et la seule chose qui peut corriger ça, c'est la connaissance. Il n'y a que la connaissance qui peut rattraper le faux des apparences que l'on voit. Parce que bien que leurré par mes yeux en permanence, puisque nous nous voyons immobiles, ma connaissance me donne la réalité réelle et pas la réalité fausse, entre guillemets. Ça y est ? C'est pour ça que ce séminaire, je vous ai dit, c'est du laser. Des fois, je vais passer près d'1 heure ou 1h30 simplement sur une histoire, parce que chaque détail de l'histoire compte. Et une fois qu'on les a tous, là, on s'aperçoit de la merveille, on s'aperçoit de ce qui était sous-jacent, qu'on savait plus ou moins inconsciemment, intuitivement, et qui arrive à la connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire des petits résumés simples, c'est impossible. Si on simplifie, on n'est pas capable de voir le détail qui a toute son importance et qui donne la modification de la connaissance. Alors, pour faire cela, on va se servir de plusieurs choses. D'abord, je voudrais savoir qui c'est qui m'entend pour la première fois. Est-ce que vous pouvez lever la main ? D'accord, c'est pratiquement tout le monde. Est-ce que vous êtes familiarisé avec les travaux qui ont déjà plus de 20 ans, donc qui ne sont pas du tout récents, qui ont 22 ans, du docteur Hammer ? Est-ce que quelqu'un n'en a jamais entendu parler ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Bon. Alors, vous savez qu'il y a des ouvrages, on essaiera de... Parce que pour l'instant, il y a des difficultés à les obtenir, mais je suis en train de suivre ça, et dès que ce sera disponible, on essaiera de vous les faire avoir. Alors, j'ai pas amené aujourd'hui les ouvrages
pour vous les montrer. J'en ai tout un stock. Je vous les montrerai la prochaine fois. Pour que je peux vous montrer déjà certains polycopes, certaines choses comme ça, mais on verra tout à l'heure à la pause. Alors, pour commencer à rentrer dans ce travail, on a vu une petite présentation de la réalité de l'univers, hein. Elle n'est pas du tout celle qu'on voit. On va l'appliquer à la biologie, à ce qui nous intéresse. Alors, la médecine et la biologie pensaient qu'une maladie, c'était une maladie, point. Une maladie telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire qu'elle était fonctionnelle, organique, génétique, infectieuse, etc. C'est apparemment vrai. C'est vrai que dans une plaie, souvent on trouve des bactéries. C'est apparemment vrai. Mais c'est en réalité faux. C'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent avec une maladie congénitale. C'est vrai que la grand-mère avait ceci, la mère avait ceci, le petit-fils a ceci, pour les maladies génétiques, familiales. C'est apparemment vrai. Mais en réalité, c'est faux. Mais c'est faux tout en étant vrai. Et c'est vrai tout en étant faux, puisque tout est ambivalent. Alors, nous, d'abord, je vais vous rappeler quelque chose de très important. Le docteur Hammer, donc c'est un médecin allemand de Cologne, a eu une histoire tout à fait extraordinaire. Et avec ça, il a découvert, il a trouvé, il a démontré. Ça a été certifié par beaucoup de monde. J'ai d'ailleurs ici la dernière université, la photocopie de la dernière université qui a authentifié ses travaux. Il a découvert le conflit biologique. Alors, le conflit biologique, ça veut dire qu'un conflit peut être psychologique, mais parfois, et même souvent, au moins une partie de ce conflit psychologique, voire tout le conflit psychologique, peut se transposer en conflit biologique. C'est-à-dire il peut descendre dans la matière entre le cerveau et la partie du corps qui exprime la maladie. Un conflit biologique, c'est un conflit qui est dans la biologie, plus dans la psychologie. Ça y est ? Et tout ce qui en découle, c'est une démonstration colossale qui sous-tend tout ce qui s'observe et met à mal pratiquement toutes les théories de la médecine actuelle, qui s'écroulent plus ou moins toutes. Mais c'est toujours plus ou moins, parce qu'il y a toujours une part de vrai. C'est la partie immergée de l'iceberg, les théories actuelles de la biologie. Alors la démonstration, nous allons la faire donc pendant 16 jours par la synthèse de plusieurs méthodes techniques et philosophies médicales. Donc vous savez, pour ceux qui ont eu le petit papier, que j'ai passé mon temps pendant plus de 28 ans à lire 1000 bouquins de sciences et 10 000 articles scientifiques. Et j'ai fait l'analyse, la synthèse de tout ça. Et après, avec cette connaissance, on peut remettre un peu de l'ordre là-dedans. Donc, on va voir les traditions occidentales, orientales, les médecines traditionnelles, toutes les médecines alternatives, les cycles biologiques cellulaires mémorisés de Marc Fréchet, la programmation neurolinguistique, la partie scientifique, je dis bien la partie scientifique de la dianétique. Vous savez qu'il y a eu des histoires avec la scientologie, les sectes, pas les sectes. Ça ne nous intéresse pas. Leurs histoires de comportement avec des gens, des cerveaux forts qui essayent de dominer des cerveaux faibles. Peut-être que c'est pas. Ça m'intéresse même pas. Par contre, Ron Hubbard a trouvé quelque chose de très important dans le fonctionnement du cerveau. Et ça, on va pouvoir s'en servir en l'intégrant aux autres connaissances. En dehors de toute collusion de secte ou autre. Et cette médecine nouvelle du docteur Hammer, qui sera le noyau
et qui représente 10% de ce séminaire. Ce qu'a trouvé le docteur Hammer est fondamental. Ces 4 lois de la biologie, son conflit biologique, la loi des reins du cancer, le système ontogénétique des tumeurs, le système ontogénétique des microbes et la loi des 2 phases de la maladie. Et récemment, il a rajouté une 5e loi, la loi de la quintessence. Mais c'est après que j'ai commencé tous mes séminaires et mes conférences, et où moi je l'avais présenté comme la première de toutes les lois. Vous verrez pourquoi. Puisque tout est programmé en termes biologiques de survie, donc tout a un sens logique, y compris la maladie. Donc tout part de là. Donc ces travaux, et ce qu'il a découvert dans la mécanique des choses entre le cerveau, le conflit et la maladie, la triade psychique cerveau-organe, ça représentera, c'est fondamental, c'est une découverte colossale qui mérite le prix Nobel largement. Et ça sera la base articulée du noyau de toute la connaissance de ce séminaire, et ça représentera en quantité 10%. Tout le reste sont des prolongations ou d'autres informations qui viennent s'intriquer pour bien comprendre toute la biologie et pourquoi quelqu'un est en bonne santé, pourquoi quelqu'un tombe malade, entre guillemets, pourquoi quelqu'un reprend de la santé, pourquoi quelqu'un est incurable, pourquoi quelqu'un est apparemment incurable, pourquoi quelqu'un peut guérir, peut s'en sortir à tout moment, dans quelles conditions. Ça, c'est 100%, le 100% du séminaire. Voilà comment un autre, en fonction de ce qui lui arrive, bon, entre guillemets, ou mauvais, donc chargé d'un stress négatif, et comment, avec ses ascendants, et avec ses collatéraux, et avec les gens qu'il côtoie et qu'il fréquente, et qui sont des référents pour lui, comment des conflits se mettent en permanence en place dans la tête, comment le cerveau les gère, comment il peut en écarter 999 sur 1000 et comment à un moment donné, il en intègre 1 sur 1000 pour donner nos troubles caractériels, comportementaux, maladifs, de dysfonctionnement, etc. Donc voilà. Alors après, vous verrez que ça va déboucher sur une compréhension de l'organisation du monde. Est-ce que tout cela est sous-tendu par une autre dimension de niveau système d'organisation, pour le nommer le divin, ou est-ce que c'est purement quelque chose de mécanistique qui vient du Big Bang? Il y a eu de la température et de la pression, et puis après il y a eu des molécules, et puis il y a eu la Terre, et puis après il y a eu l'océan, et puis après il y a eu des orages, et les expériences d'Aldan, les éclairs, et puis après il y a eu des molécules, et puis des acides aminés, et puis la vie qui s'est complexifiée avec les plantes, avec les animaux, avec les humains, et tout ça progresse dans des... Vous verrez que je laisse à chacun sa liberté et son libre arbitre. Mais chaque fois, ou la plupart du temps, je présenterai les 2 possibilités. Et vous verrez que c'est complètement cohérent. Si on pense que c'est d'origine Big Bang, voilà ce que ça veut dire. Si on pense que c'est d'origine divine, voilà ce que ça veut dire. Et vous verrez que c'est pareil. À la fin du raisonnement. Donc moi, je vais vous présenter chaque fois les deux possibilités. Et puis après, chacun est libre dans son libre arbitre et dans son jugement de penser ce qu'il veut. Je ne suis pas un maître de conscience. Parce qu'on a très vite fait de parler de sectes, de gourous, de machins, de trucs. Vous pouvez repartir d'ici avec vos idées comme vous êtes arrivés. Alors, ceci dit, on va attaquer très fort, puisqu'on va attaquer directement par le morceau de bravoure. Maladie, solution parfaite du cerveau. Alors, si la maladie est la solution parfaite du cerveau, dans l'espace biologique, dans le transposé biologique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a toujours pensé qu'on attrapait une maladie et que c'était un dérèglement en nous. Quelque chose qui venait casser la belle ordonnance de la physiologie et de la santé. Et moi, je suis en train de vous dire exactement le contraire.
non seulement c'est pas quelque chose qu'on attrape, parce que toutes les maladies sont intérieures, mais en plus, qui détraque, c'est au contraire quelque chose de tout à fait fantastique, qui a un sens précis, qui n'obéit absolument pas au hasard, mais exclusivement à la nécessité, pour reprendre la proposition de Jacques Monod, hasard et nécessité, et qui est complètement ordonné tant que le cerveau est opérationnel, hein, tant que tout cela est sous le contrôle du cerveau. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être les apparences sont aux antipodes de la réalité. Donc ça me permet de revenir ici. En définitive, vous allez voir que si, quand vous repartez d'ici, vous avez compris que la maladie, c'était la solution parfaite du cerveau et pas un dérèglement, et que si pendant tant de temps, tellement de gens si érudits ont pensé que c'était un dérèglement qu'il fallait combattre avec acharnement, c'est que peut-être rien n'est simple. Et moi j'ai rajouté, tout est ambivalent. Rien n'est simple, tout est ambivalent. Vous savez ce que ça veut dire, rien n'est simple? C'est la première phrase du Talmud. C'est un très grand livre d'interprétation de la Bible. C'est-à-dire que tous ces grands érudits qui ont passé leur vie à essayer de comprendre la Genèse, avec toutes leurs heures et leurs milliers d'heures d'études, quand ils ont essayé de vraiment comprendre, ils ont fini par s'apercevoir que rien n'était simple, et ils en ont fait la première phrase de leur livre. C'est pour ça que je vais aller au bout des détails, parce que si je donne un schéma simple, on passe à côté et on ne comprend pas. Ça y est? Et tout est ambivalent, parce que c'est subtil. Il faudra à chaque fois discerner le vrai du faux dans les propositions, puisqu'on est leurré en permanence. Parce que tout est ambivalent, toute chose fausse est à la fois vraie, et toute chose vraie est à la fois fausse. Donc il va falloir exercer son jugement de manière très précise. Donc maladie, solution parfaite du cerveau. Nous sommes tous les êtres vivants. Alors tout ce que je vous explique est valable pour les plantes, le végétal, l'animal et l'humain. Tout le monde vivant. Nous sommes des fusées à 3 étages. Nous avons un corps, un cerveau, une pensée. Ce sont ces 3 étages-là qui comptent. Le corps, c'est la partie la plus importante de nous-mêmes. Il y a des cellules. Dans 1 gramme de corps humain, il y a à peu près 1 milliard de cellules. Dans 1 kilo, 1000 grammes, 1000 milliards. Et dans 70 kilos, 70 000 milliards de cellules. Donc on est quoi? On est un petit sac de 70 000 milliards de cellules organisées. Sous forme de tissus, sous forme d'appareils, sous forme d'organes. Et chaque cellule fait précisément ce qu'elle a à faire pour son bien à elle et la survie du tout. Exemple, les cellules de mes pieds me font marcher. Mais pendant ce temps, tout le reste de mon organisme en profite quand j'ai besoin de marcher. Les cellules de mon cœur pulsent le sang. Mais pendant ce temps, toutes les cellules de mon corps en profitent. Les cellules de mes poumons respirent. Elles profitent grandement elles-mêmes de leur travail, puisqu'elles s'auto-oxygènent, mais en même temps, elles en font profiter toutes les cellules du corps. Donc en fait, c'est quoi ça? Cet ensemble de toutes mes cellules, c'est un immense système communautaire où chaque élément travaille pour sa survie et la survie de tout le groupe. C'est la partie la plus importante parce que nous sommes faits de cellules. S'il n'y a pas les cellules, il n'y a pas un cerveau pour les commander, il n'y a pas une pensée pour essayer de piloter tout ça. Donc c'est la partie la plus importante.
l'étage 1 de la fusée. Et ce qui est très important, c'est que les cellules, ça fonctionne avec notamment un noyau. Dans ce noyau, il y a tout le génome, les chromosomes et les gènes. Et chaque cellule, en fait, est activée par son moteur, qui est les gènes. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve des histoires de gènes quand il y a des fonctionnements différents dans les cellules. Il suffit de prendre un microscope et de grossir, on voit les gènes, ils sont tout le temps comme ça, et tout d'un coup ils sont comme si. Donc ça fait un programme différent qu'on appelle la maladie. Mais heureusement, entre guillemets, parce que si les gènes n'avaient pas muté, ils seraient restés comme avant, donc ils exprimeraient que le programme de la physiologie et on ne serait pas malade. Donc c'est pas un scoop que de trouver une différence dans les gènes de nos cellules quand il y a un programme différent qui s'exprime dans ces cellules. Vous avez compris? Et toutes les maladies sont génétiques, y compris le rhume, puisque les cellules de ma muqueuse nasale, à ce moment-là, font un travail qu'elles ne font pas habituellement quand j'ai pas le rhume. Donc si on le cherche bien, le gène, on va finir par le trouver. Parce que s'il n'y a pas la mutation, elles sont dans l'état antérieur, et j'ai pas de rhume. C'est pour ça que de plus en plus, les généticiens qui travaillent sur le génome découvrent de plus en plus de causes génétiques et de gènes de maladies. Et ils en découvrent tous les jours. C'est normal, elles y sont toutes, les mutations. Ça va, c'est clair? Donc c'est pas un scoop. C'est pas un scoop du tout. Vous verrez ce que ça veut dire après dans la réalité des choses. Le cerveau, c'est parmi toutes les parties du corps, la partie la plus importante, puisque c'est le cerveau qui contrôle toutes les cellules du corps, y compris le cerveau lui-même qui s'autocontrôle. Donc la fonction du cerveau, c'est le contrôle. C'est un super ordinateur couplé à un lecteur de cassette. C'est la meilleure manière de le comprendre. En définitive, voilà ce qui se passe. Si je suis ici, là, devant vous aujourd'hui, bien vivant, eh bien, ça veut tout simplement dire, parce que je suis vivant entre ma naissance et ma mort. Je suis né un jour. J'ai passé des jours, et puis un jour je vais mourir. Pendant tout ce temps, entre ces deux bornes, je suis vivant. Ben, si je suis vivant aujourd'hui, ça veut dire en fait que je ne suis pas mort l'instant d'avant. Parce que si j'étais mort l'instant d'avant, vous ne me verriez pas vivant maintenant, à cet instant-là. Ça y est? L'instant est passé, ça y est, on est à l'instant suivant. Je suis toujours vivant devant vous, c'est que je ne suis pas mort l'instant d'avant. Ah, cet instant est passé, ça y est, hop, je suis à l'instant d'après. Je suis toujours vivant devant vous, ça veut dire que je ne suis pas mort l'instant d'avant. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la vie, entre la naissance et la mort, c'est une succession d'instants de survie. C'est une succession d'instants de survie. Et on passe à l'instant d'après, et on passe à l'instant d'après, et on passe à l'instant d'après. Et on essaye d'aller le plus loin possible comme ça, mais même si j'ai très envie de vivre, même si j'ai très envie de voir la finale de la Coupe du Monde, parce que c'est juste 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde dans 4 ans, si l'instant d'avant je meurs, je ne la verrai pas. Il arrive bien un moment où tous ces instants qui défilent arrivent jusqu'à mon dernier instant. C'est à ce moment-là que je meurs. Alors un être vivant, justement, il est branché sur la vie. Sa finalité première, c'est de rester en vie. Eh bien, ce qui se charge de ça, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui gère notre survie et il est exclusivement programmé en termes biologiques de survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 4,5 millions d'années, on vit dans un univers hostile.
Un univers hostile où à chaque instant, la mort peut nous surprendre. La plupart du temps par le prédateur. Vous savez, je suis dans la colline, en train de ramasser des asperges sauvages et d'essayer d'attraper des petites proies et des fruits mûrs. Je suis chasseur-cueilleur. Et je me suis éloigné de ma grotte où je suis en sécurité. Je suis à 500 mètres, 600 mètres. Je fais une bonne récolte et tout d'un coup, alors que tous les instants précédents, j'étais tranquille, mon cerveau disait tranquille, 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 tranquille. Tout d'un coup, à cet instant-là, il y a un prédateur, un grand fauve, qui apparaît au détour d'un rocher à 60 mètres de moi. Et à cet instant-là, tout d'un coup, c'est plus du tout comme l'instant d'avant. Maintenant, je suis en danger de mort immédiat. Donc, j'ai des choses à faire pour rester en vie. Parce que si j'attends que ce fauve, le lion, l'ancêtre du lion, me charge pour me dévorer, je suis foutu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque instant, mon cerveau, ma centrale de commande, prend des milliards d'informations de l'univers extérieur. Par les sens. Ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends. Ça rentre dans ma centrale de commande. Ces informations arrivent dans ma centrale de commande. Elles sont couplées aux milliards d'informations de mon univers intérieur. Parce que pour rester en vie, il faut que je reste en vie par l'extérieur, il n'y a pas quelque chose qui me tue, mais par l'intérieur aussi. Que tout continue à fonctionner parfaitement pour que je reste en vie. Parce que tout d'un coup, mes poumons s'arrêtent de respirer, je meurs. Si mes reins arrêtent de filtrer l'urine, je meurs. Si mes surrénales arrêtent de sécréter de la cortisone, je meurs. C'est pour cela qu'il faut que je reste en vie par la bonne marche aussi de mon système intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des milliards de capteurs dans toutes les parties du corps qui donnent les informations au cerveau. Voilà la tension, il faut la monter, il faut la diminuer, il faut la laisser pareil. Voilà la température, il faut la monter, il faut la diminuer, il faut la laisser pareil. Voilà ton rythme respiratoire, il faut le monter, il faut le diminuer, il faut le rester pareil. Voilà. Et ces milliards d'informations rentrent aussi dans la centrale de commande. Donc le cerveau couple les milliards d'informations de l'univers extérieur aux milliards d'informations de l'univers intérieur. Tout ça rentre dans la centrale de commande, analyse, c'est colligé, collection, synthèse, et il sort la résultante du programme le plus adapté pour que je passe avec succès cet instant de vie que je suis en train de vivre. Et cela me propose d'arriver vivant. Regardez bien les gestes. À l'instant d'après. Mais à l'instant d'après, j'y suis maintenant dans l'instant d'après. Tout peut se rejouer. Puisque ça peut être celui-là, l'instant où le prédateur tout d'un coup arrive de derrière le rocher alors que l'instant d'avant il n'y était pas. Donc mon cerveau ne peut pas se reposer. Il est obligé de refaire tous les calculs en permanence. Donc à l'instant d'après, pour bien faire son boulot, il prend des milliards d'informations de l'univers extérieur, qu'il couple aux milliards d'informations de l'univers intérieur, analyse, collection, synthèse, et il envoie la résultante comme un super ordinateur du programme le plus adapté pour que je passe avec succès cet instant de survie. Et du coup, ça me propose quoi? De passer à l'instant d'après. Je suis de nouveau vivant. Donc toujours survivant l'instant d'après. Mais l'instant d'après, tout se rejoue. Puisque c'est celui-là l'instant où le drame peut éventuellement arriver sur moi. Donc il est obligé de refaire les calculs. Milliards d'informations de l'univers extérieur, couplées aux milliards d'informations de l'univers intérieur, analyse, collection, synthèse, boum, il envoie la résultante. Tout le programme le plus parfait pour que je passe cet instant de vie, et il m'envoie l'instant d'après. Donc regardez, instant après instant, la puissance de calcul et le nombre d'opérations qu'a effectué le cerveau jusqu'à la fin de notre vie. Ça dépasse l'entendement habituel. Alors, ce cerveau, pour faire toutes ces opérations, il fonctionne avec de nombreux systèmes qu'on verra au fur et à mesure. Il fonctionne d'abord avec des systèmes anatomiques, les nerfs, des systèmes
électrique, l'influx nerveux, vous savez que c'est un courant électrique, le magnétisme, l'électromagnétisme, puisque dès qu'il y a une circulation de flux d'énergie, il y a des phénomènes électromagnétiques qui induisent eux-mêmes les phénomènes électriques. Il y a un système liquidien avec les neurohormones qui circulent, qui vont dans les synapses, dans les petites vésicules, qui donnent leurs produits. Il fonctionne aussi avec les intégrales, les dérivés, des progressions géométriques, des progressions arithmétiques, des fonctions complexes, notamment les transposés de Fourier, avec le système des fractales, des supercordes, des chaos déterministes, de la relativité, les systèmes quantiques et les systèmes holographiques, les hologrammes. Il y en a encore quelques autres. Là, je vous le présente, le cerveau. On va le voir pendant 2 jours et demi. Donc, il combine toutes ces informations-là, toutes ces méthodes-là, tous ces paramètres-là, toutes ces possibilités-là sont combinées par le cerveau pour faire ces opérations instantanément et pour sortir les bons programmes de survie. Il fait aussi des opérations non seulement spatiales, mais temporelles. Et il est capable de faire des opérations intégrées instantanées, du passé sur le passé, du passé sur le présent, du passé sur l'avenir, du présent sur le passé, du présent sur le présent, du présent sur l'avenir, de l'avenir sur le passé, de l'avenir sur le présent et de l'avenir sur l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout d'un coup on prend conscience de ce que c'est que le cerveau, eh bien les ordinateurs les plus puissants à la surface de la planète sont des ordinateurs de 4e, 5e génération. Ce sont les ordinateurs de la NASA qui font tous les calculs des vols spatiaux. C'est des grosses bécanes qui font de sacrés calculs. Eh bien, le cerveau, lui, est un ordinateur de 15e génération. Il y a un siècle naissaient les premiers ordinateurs. C'était des ordinateurs de première génération, vous savez, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Après, il y a eu les ordinateurs de deuxième génération. Après, avec les microprocesseurs, les circuits, les transistors, les circuits intégrés et les puces électroniques, il y a eu la possibilité de mettre la 3e génération, la 4e génération. 4e, 5e génération, c'est vraiment les grosses bécanes de la NASA. Ici, là, c'est 15e génération. Ça n'a rien à voir, l'ordinateur de la NASA, à côté du cerveau. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est une petite masse de 1,4 kg environ, de chair rose, une petite éponge, et molle, une petite éponge de sang qui est capable de faire ce travail. Donc on est bien en avance, nous-mêmes, par rapport à notre technologie. Et c'est parce que tout est en nous qu'on peut tout découvrir qui sont des parties de nous. Comme c'est un ordinateur, on a pu trouver l'ordinateur. Comme on marche, on a pu trouver tous les engins pour avancer. Les motos, les voitures. Hein? Ce ne sont que des émanations grossières de toutes nos possibilités. Ça va? Donc voilà à peu près de quoi on va parler pendant 16 jours. Et vous allez voir que ces possibilités-là, ça vous fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc lui, il est exclusivement programmé en termes biologiques de survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se trompe jamais. Lui ne se trompe jamais. Le cerveau automatique ne se trompe jamais. Vous savez, IBM ne se trompe pas, c'est la réclame. Il ne se trompe jamais. Il envoie toujours le meilleur programme en fonction des données qui lui sont proposées. Immédiatement, vous en déduisez le plus important, à nous de ne pas lui mettre des mauvaises données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, quand je suis à l'école, j'apprends que 2 et 3, ça fait 8. 2 et 3, ça fait 8, 2 et 3, ça fait 8, 2 et 3, ça fait 8. Je mets en mémoire, dans mon logiciel cerveau, 2 et 3 égale 8. Eh bien, après, toute ma vie, chaque fois que dans
tous les types d'opérations que doit faire mon cerveau, il se proposera à lui une opération qu'on appelle addition, et où dans cette addition, il y a un 2 et 3 à additionner, il va répondre 8. Mais il ne se trompe pas, lui. Il répond toujours juste. C'est vous qui vous êtes trompé en lui mettant les mauvaises informations à l'intérieur du logiciel. Ça y est? Et puis, à un moment donné, au bout de 4 mois d'école, votre maîtresse ou votre père en vous faisant travailler, ou votre oncle, ou votre parrain, enfin, ou vous-même, avec les copains, vous vous apercevez, ou en tout cas, vous avez la bonne information, on vous dit, mais attention, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas fou? Tu n'es pas folle? 2 et 3, ça fait pas 8, ça fait 5. Ah, 5. Qu'est-ce que vous faites? Vous effacez l'ancienne information qui était fausse, et à la place, vous mettez la nouvelle information qui est juste. 2 et 3 égale 5. À partir de là, et tout le reste de votre vie, chaque fois que vous aurez 2 plus 3, il répondra 5. Mais il ne se trompe pas, lui. Il répond toujours votre logiciel. À vous de ne pas lui mettre de fausses informations dans votre logiciel. Il n'a pas plus juste quand il répond 5 à 2 et 3 maintenant qu'avant quand il répondait 8 à 2 et 3. Lui, il a toujours répondu en fonction de son logiciel. Ça y est? C'est nous qui nous trompons, c'est pas notre cerveau. Donc à nous de corriger nos informations pour que le cerveau ait les bonnes. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est pareil pour la maladie. La maladie, c'est une information. Tant qu'il y a la pas bonne information, il y a la maladie, et dès qu'il y a la bonne, elle s'en va. Ça y est? Et puis après, alors, donc, il est exclusivement programmé pour la biologie de survie. Et tout est ramené à la biologie de survie par le cerveau. La seule chose qui l'intéresse, c'est de trouver un programme pour qu'on reste en vie et qu'on soit optimalisé dans notre survie. Il fait que ça, sans se tromper. Et le troisième étage, c'est la pensée. Alors j'ai l'habitude de dire le plus ridicule des trois. Mais attention, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'en quantité et en importance, c'est l'étage qui en a le moins par rapport au corps. Nous sommes une réalité de corps dans ce monde physique et une centrale de commande hyper puissante qui fait les travaux. Par contre, la pensée, c'est quelque chose de colossal, mais elle fonctionne vraiment suivant le subtil du tout ou rien. Parce que vous verrez que si une pensée qui arrive, même si elle est dérangeante, le cerveau arrive à la négliger, eh bien ça ne provoquera rien. Par contre, si une pensée arrive et qu'elle est extrêmement dérangeante et qu'elle monte le stress et qu'elle est intégrée dans le biologique, à ce moment-là, elle crée tout puisqu'elle crée la maladie qui lui correspond. Donc elle passe vraiment du tout ou rien. Ça y est? C'est l'information arrive par la pensée. Soit cette information est négligée, soit elle est intégrée. Je vais le faire avec un exemple. Vous allez voir que c'est évident. Donc les 3 étages fonctionnent en permanence en synchronisation parfaite. Pour ma survie. En synchronisation parfaite. Alors, il ne faut pas confondre quelque chose de très important. Les 3 étages fonctionnent en synchronisation parfaite. Par contre, la maladie, elle, c'est l'étage biologique, exclusivement biologique, entre le cerveau et le corps. Et pas l'étage psychologique. Donc je vais vous le démontrer tout ça. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les détails de précision.